Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Bien manger, bien dormir, bouger, on sait tous que c'est ce qui est nécessaire pour être en bonne santé et pour, entre guillemets, rester jeune. Et en même temps, la question, c'est pas tant de savoir ces trois choses-là, la question, c'est de savoir pourquoi on trouve pas le temps de le faire, pourquoi on le fait pas, tous et toutes. Et aujourd'hui, mon invité du jour, Grégoire Gibaud, que vous connaissez sans doute mieux sous son nom sur Instagram qui est Major Mouvement, qui cumule quasiment 1 million de followers, qui est un masseur kinésithérapeute à Toulouse, toujours en activité. On peut prendre rendez-vous avec lui sur Doctolib. Il va nous expliquer comment on peut se lâcher la grappe aussi, c'est-à-dire comment on peut atteindre des objectifs, mais comment aussi on peut tout simplement ne pas être dans cette optimisation, performance absolue, qui nous fait du mal, en particulier quand on regarde sur Instagram ou quand on regarde sur YouTube des gens qui font ça toute la journée. C'est une conversation hyper relax, évidemment. Grégoire, il est génial pour rendre le contenu accessible. Il a un franc-parler qui est juste super. J'espère que vous allez adorer cet épisode. Je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Greg. Salut Greg. Et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc tu sors ton 3e livre. Ouais. Comment ça t'est venu l'idée de te lancer sur Instagram en tant que kiné ? C'est une question qu'on a posée 1000 fois. Ouais, pardon, mais... et en fait, tu vas voir, la réponse est assez logique. C'est que je pense qu'une bonne partie de mon métier, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est la répétition. Et je m'étais dit, au bout d'un moment, est-ce qu'à force de me répéter, est-ce que je vais pas m'auto-saouler ? Et j'avais un début de réponse et je me suis dit, ok, si jamais je veux pouvoir tenir pendant 50 ou 60 ans dans ma carrière, il faut que je trouve un moyen de me répéter sans m'auto-saouler. Et c'est pour ça que le support vidéo, je m'étais dit, si je fais des vidéos, au moins les gens pourront avoir accès à mes informations sans que ça passe par moi. Mais alors, pardon, mais comment t'expliques le succès ? Pourquoi toi ? Qu'est-ce qui fait que... Parce que j'imagine que t'étais pas le premier kiné à faire ça. Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. Ouais, mais... En France, j'étais le deuxième, ouais. Ah ouais ? Ouais. J'étais le deuxième. Avant moi, la chaîne Santé s'était lancée, mais lui, c'était plutôt pour parler de santé. D'accord. Où moi, j'étais vraiment le premier en France à donner des conseils de santé sur les réseaux sociaux. On était à une époque 2018 où c'était le début de la vidéo sur Instagram. Moi, je voyais des comptes américains à titre personnel depuis 1 an ou 2 que je trouvais fascinants. J'apprenais plein de trucs et je me dis, putain, il n'y a pas de français, il n'y a pas de français, il n'y a pas de français. Oh, faudrait vraiment qu'il y ait un français qui se lance. Ouais, finalement, ce français qui s'est lancé, c'était moi. Voilà. Et le succès est venu tout de suite ou ça a pris du temps ou... En vrai, alors, on pourra en reparler peut-être dans le podcast. La notion de succès, pour moi, elle est très étrangère et très parallèle, en fait. Mais dans le parallèle, tu sais, dans deux droites qui ne se rejoignent jamais. Ouais. de ma trajectoire à moi. En fait, pour moi, j'ai une vocation tellement forte de transmission et d'éducation que c'est mon message me porte beaucoup plus que la personne qui pourrait se gargariser d'un certain succès derrière. Et c'est pas une fausse humilité, c'est une vraie réalité. Et donc, disons que le nombre de vues, qui peut être un des critères de est-ce que le contenu fonctionne, est arrivé très vite, très tôt, et a continué de manière linéaire depuis les 6 dernières années. Mais alors, comment tu définirais le succès pour toi ? Pour moi, à titre personnel, le succès, c'est... Je crois que ma définition, elle change pas mal, mais en ce moment, c'est profiter de l'équilibre des choses que tu aimes. Tu différencies, moi je différencie beaucoup, donc je vais demander si ça résonne pour toi, mais le bien-être et le bien-vivre. C'est-à-dire le bien-vivre, c'est ce que j'appellerais l'accumulation, ce qu'on a tendance à définir comme le succès. Ça peut être de la notoriété, ça peut être de l'argent. En général, quand on parle de bien-vivre, c'est l'argent. Et le bien-être. Et le bien-être qui est, à mon sens, le temps, le sommeil, tout ce dont on va parler ensemble, d'une certaine manière. C'est marrant parce que le bien-vivre, c'est un mot qui fait pas tant partie de mon vocabulaire. Ce que tu évoques, genre, j'aurais plutôt... C'est bien que tu mettes ce mot-là, genre, j'y aurais pas pensé, mais en effet, ça résume ça, cette accumulation. Et moi, je dirais presque plus le paraître. On essaye d'avoir des trucs, et finalement, une fois qu'on les obtient, on se rend compte que c'est clairement pas ce qui nous rend heureux. Et ça, j'ai eu la chance d'en avoir conscience très tôt. Donc, c'est pas un truc, tu vois, que j'ai cherché. Ouais. Tu vois, jamais dans ma vie, je me suis dit, je veux atteindre le 1 million d'abonnés, je veux... La seule chose que j'avais, c'était, j'aime profondément mon métier. Je sens que mon métier est à une évolution, donc de la kiné, est à une évolution de son identité, grâce à l'apport des études scientifiques et des neurosciences. On en parlera, évidemment.
Et j'ai envie que ces connaissances soient à la portée du plus grand nombre. Et je m'étais dit, je rêverais un jour qu'il y ait un kiné qui soit aux côtés de Michel Simès pour le Mac de la Santé, pour parler de la kiné et de tout ce qu'on a apporté. Et ça, c'est arrivé. J'ai fait une émission de télé aux côtés de Michel Simès à la sortie de mon premier livre, à la suite de mon premier livre. Et tu vois, si je dois me dire, il y a un objectif de carrière que je m'étais fixé, je l'ai atteint. Au bout de 2 ans, je l'ai atteint de manière très rapide, trop rapide en vrai. Mais ça, je l'ai su plus tard. Et ça, c'était cool. Ouais, je comprends. Mais en fait, c'est toute une question de transmission. Moi, quand on me demande le sens de ma vie, moi, je suis totalement dans la transmission de savoir accessible et d'une forme de sagesse, si possible. Et en fait, toi, tu es dans cette même dynamique, d'une certaine manière. Ouais, et c'est tout le paradoxe du truc de dire j'aimerais transmettre. C'est assez paradoxal de dire j'aimerais transmettre, de dire mais t'aimerais transmettre quoi ? Et tu vois, je me dis, je crois que pour moi, la transmission, c'est la connexion, en fait. Ça répond à la question, qu'est-ce qui fait que ça a marché ? Je pense que Major Mouvement, je pense que ça a marché parce que je répondais à une problématique que les gens avaient sur lesquelles ils n'avaient pas de solution et qui tapaient sur Internet des symptômes. Et puis, bam, moi, j'y répondais. Et je continue d'y répondre. Et je pense que la transmission, c'est avant tout une connexion. Et quand tu penses que la transmission, c'est une connexion, c'est là où ça devient fascinant, c'est que c'est pas une question d'échelle. Tu peux transmettre et donner des cours de guitare à une seule personne et le voir le jour, l'émerveillement dans son regard quand il arrive enfin à faire ce pourquoi il a travaillé depuis 6 mois et que c'est grâce à tes conseils qui vont bien au-delà de la technique pure et dure qu'il arrive à le faire. C'est là où tu dis, ah cool, il s'est passé quelque chose. Et je crois que c'est cette transmission, quand tu l'affranchis de l'échelle, qui fait que tu gardes toujours la passion dans ce qu'on fait. C'est marrant, c'est Abdelmalik qui m'a dit exactement la même chose. Il m'a dit, en fait, si tu as transformé une âme, tu as réussi. Ouais. C'est drôle que tu prennes son exemple parce qu'il a vraiment fait partie de mon parcours initiatique, Abdelmalik. Ouais, dans sa phrase, dans sa prose, dans sa manière, son autre angle, dans ses textes. Je l'écoutais beaucoup quand j'étais en première année de médecine. Et il a fait une chanson qui était magnifique. Alors, je me rappelle plus sur quel artiste c'était. Je crois que c'était soit sur Césaria Evora, soit sur Frida Kahlo, mais c'est vraiment une artiste de l'Amérique du Sud. Et il avait une manière de voir le monde avec des mots. La force qu'il met dans chacun de ces mots, c'est incroyable. Ouais. Et une très grosse modestie aussi. Ah oui ? Ouais, énorme. Incroyable. Donc, c'est ton 3e livre. Et la promesse, c'est de rester jeune. Est-ce que c'est un objectif que chacun doit se fixer ? Et c'est finalement tout ce paradoxe que j'aime beaucoup dans ce titre, c'est que la promesse est très forte, et on pourrait presque la croire miraculeuse, mais quand on rentre dans le bouquin, on se rend compte qu'il y a du vrai fond. Parce qu'en fait, mon vrai fond, c'est pas de rester jeune, c'est de profiter de chaque jour avec la jeunesse qui nous anime. C'est plus du tout la même promesse, en fait. Mon but, c'est pas tant de faire en sorte que tu aies l'air plus jeune, mais faire en sorte que chaque jour qui passe compte et que tu puisses en profiter pleinement. Et donc pour ça, c'est vrai que la barrière du corps, la barrière des émotions, la barrière des traumas, la barrière de la souffrance peut nous empêcher de vivre notre vie. Et il y a certaines personnes, à 30 ans, elles sont déjà vieilles parce qu'en fait, malheureusement, la vie leur a pas fait de cadeau. Ils souffrent émotionnellement, ils souffrent physiquement, ils sont bloqués. Et finalement, la vie peut leur paraître bien longue. Et pour moi, c'est vraiment ça que j'essaie de défendre. Tu parles d'un coup de vieux à 36 ans. Je me suis dit, il plaisante. T'as eu un coup de vieux à 36 ans. Tu sais, pour moi, j'ai toujours entendu mes patients, quand j'étais plus jeune, me dire « Ah, mais vous allez voir à 30 ans, vous allez voir à 35, vous allez voir à 40, vous allez voir à 50. » Et puis finalement, le cap des 30 ans, rien. Le cap des enfants, bon, ok, ça se coud. Ouais, fort, c'est sûr. Hein. Mais mon corps m'a toujours suivi. Et à 36 ans, un matin, je me regarde dans la glace, et là, j'ai du mal à me reconnaître. Ah ouais. Wow. Et je me dis, ah, c'est marrant ça. Alors, ce qu'il y a d'assez marrant, c'est que mon frère, qui a 2 ans de plus, a pris aussi pareil un coup de vieux d'un coup, et je l'ai vu. Et ben, j'ai eu quasiment le même que lui au même âge. Tu vois, genre, tu te regardes dans le miroir, tu dis, ah putain. Enfin là, t'es en face de moi, ça va très large. En fait, le truc, c'est que c'est ça que j'invite les gens à se faire. Toi. En fait, c'est de soi à soi. Tu sais, je crois que on a beau te dire t'es beau, si tu te trouves moche, ça change que dalle. On a beau te dire mais t'es très bien comme ça, si tu te sens pas bien, ça change rien. En fait, je crois qu'on devrait beaucoup plus s'accorder le droit à l'auto-évaluation.
Et en fait, je m'en fous que tu me trouves jeune. En fait, c'est de moi à moi, ça ne m'appartient qu'à moi, tu vois. Il y a un ami qui m'a dit un jour, et ça a beaucoup changé de choses dans ma perception des choses, si t'as pas 1 heure à consacrer à ton corps par jour, c'est qu'il y a un truc que t'as pas compris dans le fonctionnement de ton corps. Qu'est-ce que tu penses de cette phrase ? Je la trouve à la fois assez vraie, à la fois assez dure. Assez vraie parce qu'en fait, aujourd'hui, quand les gens nous disent j'ai pas le temps, je comprends à 100% leur ressenti de j'ai pas le temps. La question qui est beaucoup plus profonde, qui mériterait d'être posée, c'est t'as le temps pour faire quoi d'autre ? Et quand tu regardes qu'à la fin de la journée, t'as passé 2 heures sur Instagram, 4 heures sur Netflix, certes, ça t'a fait du bien, t'as passé un bon moment. Mais en fait, de manière... C'est là où c'est pervers. J'allais dire, t'as fait le choix d'eux, malheureusement, c'est pas tout à fait vrai. Les intelligences artificielles, les algorithmes qui nous entourent, en fait, nous empêchent d'avoir ce choix-là. Et au titre, c'est le vrai mot, hein, de développement d'addiction. Et c'est des addictions qui sont perverses, parce que autant l'addiction à la clope, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la drogue, elles sont concrètes, elles sont décrites. Et elles sont critiquées. Mais en fait, à partir du moment... Ça, c'est Fabien Olicard qui m'avait dit. À partir du moment où... c'était quoi le signe qu'il m'avait donné, Fabien, qui m'avait marqué ? Où t'écoutes tes WhatsApp en x2, c'est qu'il y a un souci. À partir du moment où, dès que tu as un temps d'attente, ton premier réflexe, c'est de sortir ton téléphone pour regarder tes notifications, pour regarder ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un souci. Et en fait, ce qui est assez insidieux là-dedans, c'est que le shoot de dopamine qui est sécrété dès qu'on va avoir recours à notre téléphone, il est tellement puissant qu'il joue sur notre esprit critique, notre propre esprit d'analyse, mais comme une vraie drogue en fait. Tu parles de ça, pardon, je fais des digressions, mais en même temps, je trouve ça intéressant dans la conversation. J'ai vu un post du fondateur de Netflix, justement, qui dit fièrement que le mardi, après 17h, on peut plus imposer quoi que ce soit. 100% de son temps est consacré à sa femme. Donc, il n'y a aucune urgence, aucun rendez-vous, rien qui peut faire déroger de son rendez-vous avec sa femme. Et il dit donc, il conclut en disant, pour moi, c'est ça le succès. Et ce qui est fou, je trouve, c'est que moi, je lis ça, je me dis, waouh, incroyable. Et je pense que quand tu le lis, tu te dis, ah, incroyable. Et tu te dis, et en même temps, quand tu prends un pas de recul, tu te dis, mais attends, on trouve incroyable que, en fait, sa femme soit pas 100% de son temps résiduel. C'est-à-dire que, ce qu'on trouve incroyable, c'est que de se dire. Qu'il lui accorde un créneau le mardi à 17h. C'est ça. Fou. Hein. Et parce que. Et on est arrivé dans cette société, tu vois. Et en partie, il l'a créé, en fait, cette société. Oui, en plus, il l'a créé. Alors, bien sûr, c'est pas du tout pareil de regarder un épisode de Netflix à deux et de se câliner, de se faire un moment à deux. C'est pas du tout ce que je dis. Moi, je parle à partir du moment où on commence à passer dans des basculements automatiques qui biaisent notre liberté et notre volonté profonde de faire autre chose, c'est là où il y a un souci. C'est toujours une question de dosage, en fait. Bien sûr que de regarder un Netflix à deux ou tout seul pour regarder un film ou une série qu'on kiffe, c'est génial. Par contre, si on passe tous les soirs à passer 45 minutes à regarder tout le panel de ce qu'il y a sur Netflix et de se dire qu'est-ce que j'ai pas encore vu, il y a peut-être un souci. On va revenir sur le corps, parce qu'en fait, bon, bien sûr, les deux sont liés et rien que ce sujet-là est important. On pourrait aussi regarder Netflix en faisant des tractions, pas des tractions, parce que ça serait un peu dur, j'imagine. Non, mais en faisant moi, ça m'arrive très souvent, justement, de me lancer un épisode. Typiquement, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais moi, il y a des fois où j'ai pas envie de faire de sport, où je suis pas motivé. Bah, je me lance un épisode sur Netflix et je fais ma séance de sport en même temps. Quelque part, pas dans une recherche de plaisir, parce que je regarde pas vraiment l'épisode et je suis pas non plus en pleine conscience dans mon sport, mais juste, je suis à un moment de ma vie où je me dis, il faut que je bouge, mais j'ai pas la motivation. Comment est-ce que je peux faire en sorte que ce moment se passe, juste qu'il se passe? Je comprends. Moi, je fais ça avec des podcasts, justement, où je marche. Tu vois, du coup, je me dis, je vais marcher, en même temps, j'écoute mon podcast. Exactement. Pour moi, je vois ça comme je prends pas toujours du plaisir à me brosser les dents. Mais il faut que je le fasse. Mais il faudrait faire du sport aussi, quasiment tous les jours. En tout cas, bouger. Peut-être pas bouger tous les jours. Pas forcément faire du sport. Tu dis que dans le livre, qu'il faut commencer à prendre en considération son vieillissement à 25 ans. C'est pas exactement comme ça que je le formule à mon sens. C'est plutôt de dire le corps commence à décliner à partir de 25 ans. En fait, il commence même à décliner après l'adolescence. C'est pas déconnant de retrouver de l'arthrose chez quelqu'un qui a 20 ans, 25 ans. C'est pas déconnant parfois d'avoir une ménopause précoce à 27 ans.
Donc, le corps commence à décroître après l'adolescence. On pourrait, quand on regarde les sportifs de haut niveau, tu vois, de se dire, les mecs, ils ont un pic de forme entre 27 et 34. Donc, on pourrait imaginer qu'on commence à décliner à partir de cet âge-là. Mais moi, ma question, elle est toujours à ça, qui est de se dire, en termes de ressenti, quel âge est-ce que tu te donnes en termes d'âge de ressenti? Et je suis très surpris de voir que j'ai des gens qui, parfois, à 25-30 ans, ont un ressenti à 50 ans. Bon. Et l'inverse, j'ai des gens qui ont 60 ans qui ont un ressenti à 20 ans. Ce qui est drôle, c'est de se demander qu'est-ce qu'il y a en commun dans la vie des gens qui sont vieillis en ressenti, qu'est-ce qu'il y a en commun dans la vie des gens qui sont rajeunis en ressenti. Et il y a quand même beaucoup d'éléments communs à la fois de ce que certains ont et d'autres n'ont pas. Le premier et le plus gros paradoxe, ça reste quand même l'état d'esprit. En fait, les gens qui se sentent jeunes à tout âge, c'est des gens qui ont gardé une espèce de forme d'innocence, d'innocence, de peut-être d'humilité, de je ne sais pas tout, et la vie a encore plein de choses à m'apprendre, à m'apporter, de la surprise, et de garder de l'émerveillement en tout. J'ai vu une vidéo l'autre jour sur Instagram qui m'a fait rire, c'est un conte d'une jeune fille, et je ne sais pas si c'est sa mamie ou si elle est aide-soignante, elle parle, ok. Bon. Et elle lui montre un citron. Et le citron, il est énorme. Et je te jure, la vidéo, elle doit durer 7 minutes. Et pendant 7 minutes, la mamie, elle s'émerveille d'un citron. Et je trouve ça génial. Je me dis, si à la fin de ta vie, tu t'en finis par t'émerveiller sur un truc aussi simple auquel tu t'émerveillais quand tu avais 6 mois. C'est génial. Tu vois, je trouve qu'il y a une certaine forme de beauté, en fait, là-dedans. Et à l'inverse, ceux qui se sentent vieillis, c'est presque tout l'inverse. C'est des gens qui vont être lassés de tout, blasés de tout, plus surpris de rien. Dès qu'il y a un nouveau truc, ça les emmerde. Et parce que dès qu'il y a un nouveau truc qui les emmerde, en fait, ils vont pas pouvoir changer. Ils vont être bloqués parce qu'en fait, n'importe quelle autre chose qui pourrait les sortir de leur blocage, c'est vécu comme un énième frein ou comme un truc. Et eux, en fait, tous les saoulent et ils en ont ras le cul. Et eux, ils se sentent plus vieux. Mais là, pour le coup, il n'y a pas de solution qui naît à ce problème. C'est là où tu te trompes. Il y a une citation que j'adore, c'est « Quand tu te sens bloqué mentalement, bouge physiquement. Quand tu te sens bloqué physiquement, bouge mentalement. » Et donc ces gens-là, s'ils se sentent bloqués mentalement, qu'ils aillent se faire une énorme séance de CrossFit, une grosse sortie running, un truc vraiment où tu vas choquer ton corps. Mais quand je parle choquer, c'est tu finis en PLS par terre à se transpirer, à avoir le cœur qui bat la chamade. Et là, en fait, ton corps, il te rappelle un truc qui est primaire en toi. Il te shoot d'hormones de stress, mais de bonnes hormones du stress, parce que tu l'as mis dans une situation où tu vas tellement puiser dans tes ressources qu'il n'a pas d'autre choix de revenir à un truc très primaire. Tu sais, j'ai eu la chance de faire le Half Marathon des Sables, 120 km dans le désert pendant 4 jours. Tu sais ce que j'ai le plus aimé là-dedans ? J'y étais allé pour tester mes limites, je les ai trouvées en fait. Ah bah j'imagine, ouais. Et ce que j'ai le plus aimé en fait, c'est qu'au bout de 3 jours, tu discutes avec des gens, tu t'en fous de leur job, tu t'en fous de savoir combien ils gagnent, tu t'en fous de savoir leur niveau d'études, tu t'en fous de savoir s'ils sont beaux, s'ils puent, comment ils parlent. T'es juste content d'être avec un humain à côté de toi pour t'enfiler des bornes. Et en fait, je crois que le corps, systématiquement, nous rappelle à une forme de simplicité. Et c'est pour ça que le sport est très très bon, parce qu'il te ramène à une forme de simplicité. Et pour ça, si tu es toujours dans le confort, dans le petit cocooning, machin, c'est pas une vie, ça. C'est éviter à tout prix tout ce qui risque de te bousculer. C'est très confortable, j'en conviens. Ouais. Et je pense que comme tout, la vie, c'est un équilibre. C'est que parfois, quand ça devient trop dur, c'est pas con de trouver un cocooning, mais c'est pas con aussi d'en sortir pour être capable, justement, de savoir un peu ce que ton corps te raconte. Moi, quand j'ai fait des expériences comme ça, alors j'ai pas fait ce marathon, je crois pas que voilà, mais où tu te retrouves dans une situation où ton corps il est stressé, on va dire, on peut dire c'est ça le comme mot, ça. En fait, tu retournes à des choses très simples, genre et alors t'as été aux toilettes. C'est exactement ça. Tu vois comment ça s'est passé. D'ailleurs, l'expression comment ça va, c'est comment ça va à la selle à l'origine. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tu reposes des questions très basiques, mais en même temps qui sont les plus importantes. Et tu vois, sur le Half Marathon des Sables, c'est des situations où tu vas faire tes besoins, mais des trucs, mais jamais tu y aurais pensé en fait. T'imagines, c'est 500 personnes dans 7 toilettes de chantier à la veille d'une course. Donc autant te dire que je vois bien l'histoire. Voilà, tu vois bien l'histoire. Et tout le monde y va quand même. Ah bah. Donc
C'est que ça fonctionne en même temps. Quand tu parles d'âge, comment va ton père? Tu fais beaucoup de références à ton père. Ouais. Comment ça va? Écoute, pour éviter de spoiler le lecteur, tu comprendras que je ne vais pas répondre à cette question et que je laisserai le lecteur découvrir jusqu'au bout du livre. Pourquoi cette référence à ton père? Pour deux raisons. Une première, j'irais dire, éditoriale. Quand j'ai commencé à écrire le livre, j'avais envie d'écrire un livre quasiment que de texte. Que de texte, parce que j'avais envie d'avoir un côté narratif, raconter des histoires, ça m'a toujours plu. Et j'ai commencé à écrire quasiment 120 pages comme ça. C'était indigeste au possible. Franchement, tu peux pas expliquer la douleur articulaire dans un espèce de roman. Ça marchait pas. Et du coup, je me suis dit, par contre, de ce que j'ai écrit, il y a un truc qui marche assez bien. C'est le côté où, c'était avec mon père, où il y avait où il se faisait l'avocat du diable. Mes livres, ils s'adressent pas à des gens qui connaissent déjà le corps humain. Quelque part, ceux qui connaissent déjà le corps humain, à la limite, j'ai pas grand-chose à leur apprendre, si ce n'est à être capable de vulgariser un peu leur discours, mais j'ai pas grand-chose à leur apprendre. Mon livre, il s'adresse à du grand public qui est bien souvent de me dire « Ok, Grégoire, j'ai compris que tu peux m'endormir de théorie, mais concrètement, qu'est-ce que je dois faire ?» Demain, maintenant. Et moi, je prends souvent la métaphore du réparateur du lave-vaisselle. Si jamais ton lave-vaisselle il tombe en panne, est-ce que tu veux que le mec il vienne t'expliquer pendant 2 heures comment fonctionne un lave-vaisselle, ou tu veux juste qu'il te répare ton lave-vaisselle? Et ben moi, je pense que 99% des gens, ils voient un kinésithérapeute comme un réparateur de lave-vaisselle et pas comme un philosophe du lave-vaisselle. Ouais. Donc, ce dialogue avec mon père, il permet d'avoir un peu cet avocat du diable qui m'emmerde un peu, qui me pousse dans mes retranchements, de me dire « Ok, mec, arrête de m'embourber, qu'est-ce que je dois faire ?» Et puis, je suis à un moment de ma vie où je sens aussi que je vieillis, mais les conseils que moi, je peux me donner, c'est presque des conseils préventifs, pour moi-même, pour ma tranche d'âge, là où pour lui, ça commence à être des problèmes, des solutions curatives. C'est-à-dire que, pour moi, je peux mettre en place des trucs pour ralentir le phénomène de vieillissement. Pour lui, on est sur une autre tranche d'âge où si tu mets aujourd'hui en place des solutions, tes résultats, tu vas les sentir dans 15 jours, dans 3 semaines, dans 1 mois. Et surtout, dans 1 an, il y aura une grosse différence. En gros, il n'est jamais trop tard pour changer. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Il n'est jamais trop tard pour changer. Mais c'est que ma courbe à moi de qualité de vie et d'espérance de vie, elle a un seuil où si je me prends en main dans 10 ans, il n'y aura pas d'énormes changements. Par contre, si mon père, à 66 ans, attend 76 ans pour commencer à se prendre en main, ça sera plus complexe de redresser la barre. On pourrait avoir quasiment la métaphore du Titanic. Dire, t'as l'iceberg, tu l'as pas vu arriver, mais au moment où tu le vois arriver, mieux vaut commencer à changer de bord très tôt qu'au dernier moment. Tu dis aussi dans le livre que 20% des efforts, c'est 80% du travail au final. Et ça peut être rassurant parce que c'est vrai que en particulier, on parlait d'Instagram et il y a cette pression. T'as fait un post d'ailleurs là-dessus, si je me souviens bien, où tu disais, en particulier sur le physique des Instagrammeurs, et tu fais bon, les mecs ils ont pas de gosses non plus. Donc, oui, j'avais dit, j'arrête de me comparer aux influenceurs fitness qui n'ont pas d'enfants. On ne joue pas dans la même catégorie. C'est ça. Alors c'était drôle, après il y a eu un débat comme toujours sur Internet, mais ça veut dire qu'ils sont mieux, qu'ils sont moins bien, ça veut dire que ceux qui ont des... Non, c'est pas ce que j'ai dit, on joue pas dans la même catégorie. Si jamais demain je rentre sur un tatami contre Teddy Riner, on joue pas dans la même catégorie. Ouais, non. C'est pas parce que on n'aura juste pas la même médaille d'or autour du cou. Mais pour revenir sur cette histoire de 20% versus 80%, c'est rassurant parce qu'effectivement quand tu vas sur Instagram, tu vois des gens qui sont hyper fit, qui font du sport globalement toute la journée. Et c'est un peu, pas désespérant, mais d'une certaine manière, c'est hyper culpabilisant. En fait, tu vois, on va prendre Instagram, il y a une surenchère de merde où tu vois des gamins de 20 ans qui sont enfin, ça se voit que c'est des héritiers où leurs parents sont pétés de blé, où les mecs ils disent ouais, ma morning routine, je me réveille à 5 heures, je vais faire 10 miles, puis je reviens, je mange tel type de petit-déj, et puis machin. Ta gueule, en fait, c'est pas vrai. T'es juste, tu t'inventes une vie pour la raconter sur les réseaux sociaux, mais ça laisse une trace, en fait. Pour nous, ça laisse une trace en vrai, je me réveille en vrac à 8h le matin, à part me faire un café, je suis bon à rien, j'ai pas de routine. Point. Et déjà, si j'arrive à aller courir cette semaine, je serais content. Et je crois vraiment qu'en fait, ils font plus de mal que de bien. Et c'est pas que ce que je pense, c'est qu'en fait, on a étudié aussi la qualité de vie des personnes qui consomment les réseaux sociaux, et on se rend compte qu'au-delà d'un certain seuil, notamment chez les jeunes, au-delà de 30 à 45 minutes,
on a un effet significatif de l'estime de soi, on a un effet significatif du risque de développer des TCA, de dysmorphophobie, de dépression. Tout ça pour te dire quoi? Que, en fait, présenter de la perfection en permanence aux gens et leur abreuver de la perfection en permanence, ça leur fait du mal aux consommateurs. Et surtout, c'est pas vrai. En fait, t'as pas besoin de te réveiller à 5 heures. C'est le premier chapitre de mon bouquin. On pense souvent que la santé, c'est chiant à crever, qu'il faut tout changer. Non, c'est pas vrai, en fait. Commençons par changer 2-3 petites choses faciles à mettre en place, qu'on s'autorise à pas y arriver en permanence. Qu'on s'autorise peut-être... Tu vois, l'exemple que je donne, c'est pour les gens qui sont addicts au coca. Okay. Il y en a qui sont addicts au coca. C'est pas cool. Soit on va passer leur temps à dire c'est pas bien et à les juger, soit se dire qu'est-ce qu'on met en place comme solution? Ok. On a mené des études sur des gens qui sont addicts au coca et on va essayer de leur faire passer du coca au Coca Light ou le faire passer du coca à l'eau. On pourrait se dire faisons-les tous passer à l'eau. C'est pas vrai, il y a des gens qui sont pas capables en fait. Et les résultats de l'étude, c'est oui, les scores de santé sont meilleurs chez les gens qu'on a fait passer du coca à l'eau, ce qui est normal. Évidemment. Cependant, il y a eu plus de gens qui ont échoué l'étude dans le groupe qui a essayé de passer du coca à l'eau. Bien sûr. Et du coup, si on prend la totalité des gens qui se sont lancés, juste sur les scores de santé, c'était mieux de passer du coca au Coca Light parce qu'il y avait une meilleure tenue de la transition. Et en fait, c'est là où je dis, il n'y a pas de méthode miracle, il n'y a que des compromis. Il n'y a pas de méthode miracle. Et que, une fois de plus, ça c'est dans le bouquin, on a un espèce de biais qui s'appelle le biais du survivant en santé, où on essaie de s'inspirer que de ceux qui ont réussi. Moi, je prends tout le pôle inverse. C'est de regarder tous ceux qui ont loupé, entre guillemets. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont loupé? Et comment est-ce qu'on peut les aider, eux? Et alors, par où on commence? Si on veut faire 2-3 petits trucs, par où on commence, je dirais? Je crois que commencer par se lâcher la grappe et commencer par se dire qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Qu'est-ce qui me fait plaisir à moi? Et prendre le temps de se poser et de se dire moi, ce qui me ferait plaisir, c'est en vrai d'avoir une jolie tenue quand je fais du sport. Parce que c'est ça qui est important pour moi. Moi, ce qui me ferait plaisir, tu vois, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. Moi, je fais du jiu-jitsu brésilien. Tu sais ce qui me fait le plus plaisir dans le jiu-jitsu brésilien? C'est les moments de vestiaire avec les copains après derrière. Ah, c'est vrai? Parce que j'ai le cerveau qui patauge dans la semoule, on se raconte les plus grosses des conneries, mais je me dis, là, je suis avec mes potes et on passe un bon moment. Et il s'avère qu'avant, on s'est foutu sur la gueule comme des chiffonniers. Et c'est dur, hein? Et c'est dur. Dans le yoga, c'est un peu pareil. Quand je fais des séances de yoga, mon moment préféré, c'est après les postures, quand on fait ce temps de méditation. Ok, mon plaisir, il est là. Dans la course à pied, mon plaisir, il est dans me mettre un bon podcast dans les oreilles, d'avoir une jolie lumière et d'aller courir. Point. Il n'est pas dans un objectif physique, il n'est pas dans un objectif de performance, il est juste dans un objectif parce que je trouve que dans ces 3 points communs, c'est des moments où je suis pleinement dans l'instant présent, de déconnexion la plus totale, et j'aime l'espèce d'équilibre ou d'harmonie qu'il y a dans mon cerveau. C'est ça que je vais chercher. Mais ça, c'est très personnel. Oui, parce qu'il y a des gens, ça va être juste d'avoir un moment de break par rapport à leurs enfants, parce que tout le monde n'a pas le même temps non plus, tu vois. Tout le monde n'a pas le même temps. Et je crois que malheureusement, quand on parle de sport et de santé, on est toujours, encore une fois, dans cette rengaine d'objectifs, de perte de poids, de performance. Mais c'est pas un moteur suffisant pour 99% des gens. C'est peut-être un moteur pour 1% des gens qui ont envie là-dedans, mais qu'on nous foute la paix et qu'on se dise, ok, qu'est-ce que tu veux? Donc je crois que la première question qu'on devrait se chercher, c'est dans quoi est-ce que tu prends du plaisir? Ok, cool. Une fois que tu as trouvé ton plaisir, je pense que c'est pas complètement idiot de se dire, c'est pas mal si au sein de ma pratique, j'ai vraiment un truc qui me pousse plus loin de ce que j'ai l'habitude de faire dans 99% de mon temps. Alors là aussi, on peut mettre ce qu'on veut. Ça me pousse plus loin pour sortir de ma zone de confort ou pour être la meilleure version de moi-même. Ou génial. Est-ce qu'on peut arrêter de se comparer comme si on avait 21 ans et de me dire, en fait, non. Je vais aller chercher plus loin parce que ça me permet de continuer à apprendre, de venir chercher d'autres sensations, de venir chercher d'autres rapports à mon corps. Un peu comme si dans mon assiette, au lieu de bouffer toujours les mêmes plats, je faisais parfois des nouveaux essais, des nouveaux trucs. Ok. Donc, t'as ta source de plaisir et t'as ta source de je vais chercher d'autres choses. Et puis, là, en effet, je remets un peu ma casquette de santé. Ce serait bien si au sein de ce truc-là, il y a une petite résistance physique. Et quand je dis petite, c'est un euphémisme. Il y a une grosse résistance physique. Parce que là, pour le coup, en effet,
faire du sport contre résistance, que ce soit un mec dans un kimono en ce qui me concerne, que ce soit le sol quand tu fasses du yoga, que ce soit de l'eau quand tu fasses de la natation, ou encore mieux, parce que c'est là où toutes les recommandations vont, que ce soit une barre ou des poids que tu vas soulever, pousser, tirer, là c'est excellent pour tous les raisons de ton corps, tes tendons, tes articulations, ton cœur, tes poumons, ta tête. Et il y a cette idée que je vois chez ma meilleure amie, tout simplement, où elle me dit, où elle était convaincue, jusqu'à 40 ans, qu'elle était nulle en sport. Tu vois, et je sais pas, elle avait jamais été bonne, elle avait jamais, elle savait même pas si elle pouvait courir plus que 15 minutes. Voilà, elle aimait pas. Et en fait, elle y est allée au fur et à mesure. Et maintenant, elle adore ça. Elle en fait 3 ou 4 fois par semaine. Et c'est juste un kiff. Et même pour les gens qui nous écoutent, qui peut-être ne sont pas fans de sport, se disent en fait le sport c'est pas fait pour moi, je suis nul, ça marche pas, etc. En fait, en réalité, il y a ce truc aussi, c'est que t'es pas obligé de faire une sortie si tu cours, par exemple. Je sais pas si courir c'est le meilleur sport, mais t'es pas obligé de courir pendant 1 heure. Tu peux commencer à 20 minutes. C'est pas grave. Et je t'encourage à commencer 5-10 minutes. En fait, tu sais, ce parallèle, il est génial quand on le sort du contexte du sport. Tu sais, je suis persuadé que je suis nul au piano. Je pense que si je commence à jouer du piano, c'est de la merde. Oui. D'accord ? Combien de temps est-ce que vous me donnez pour être capable de sortir une première partition à peu près audible ? 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 6 mois. Bon, bah peut-être que j'ai des caractéristiques génétiques. Est-ce que j'ai des facilités qui va faire que je suis peut-être capable de le sortir un peu plus vite que d'autres, ou au contraire, que je vais mettre plus de temps que d'autres ? Logique. Ok, je pense que si jamais j'écris vraiment comme une bille. Bah ouais, bah comment est-ce que tu fais pour commencer à écrire un peu ? Bah tu peux prendre des cours, tu peux lire, tu peux essayer de comparer et progresser. Ce qui est drôle, c'est que pour le sport, on est tout de suite vite dans le jugement. T'as pas le physique de... Ouais. Ah bon, tu fais du sport ? On dirait pas que... En fait, si on dissocie complètement le sport du rapport au corps, de la performance, et juste de dire, tiens... En fait, je pars d'un état où je suis nul pour la bonne raison que j'en ai jamais fait ou que ça fait 6 ans que j'ai rien fait. Bon, bah, je me laisse le temps, en fait. Et je crois que même si la performance dans le sport, c'est ce qu'on voit le plus, ça reste un miroir très spécifique de l'activité physique et du sport. Il y a un truc, évidemment que tu défends dans le livre parce que c'est le plus logique, mais en fait, il faut bien dormir, bien manger et bouger. Et la question, c'est pas tant de le savoir, parce que je pense que 100% des gens sont au courant. La question, c'est pourquoi ils le font pas. Et la question que j'ai pour toi, c'est comment tu arrives à convaincre des personnes, parce que quand tu dis des choses qui te font plaisir, il y a une personne qui peut penser en écoutant, moi ce qui me fait plaisir, c'est de manger une glace devant Netflix, tu vois. Mais je comprends, et bien sûr qu'il y a des tas de gens qui ont pensé à ça en fait. Et du coup, ça va pas vraiment t'aider dans ta santé typiquement. Ouais. Ça peut te détendre, mais je suis pas sûr que ça t'aide énormément. Comment tu arrives à convaincre des gens de mettre un pas au moins dans ce processus de bien dormir, bien manger et bouger? Je cherche pas à les convaincre. Il y a cette expression que j'adore, c'est convaincre, c'est vaincre les cons. Et ça veut dire qu'en fait, je pars du principe que je sais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je pense pas. C'est un discours que j'ai eu pendant longtemps, mais je me suis pris tellement d'échecs avec mes patients. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai trouvé que la meilleure stratégie, c'est d'écouter. Et typiquement, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui, plus haut dans le podcast, s'est dit en fait, moi, mon plaisir, c'est tout l'inverse de ce qu'il dit, c'est la glace et Netflix. Et ben moi, je te dis, super, en fait, très bien. Très bien, tu as cette source de plaisir. Est-ce qu'on peut essayer d'aller en chercher d'autres ? Dans quoi d'autre est-ce que tu as ta source de plaisir ? Ok, très bien. On peut imaginer la chose suivante. Si tu prends du plaisir, glace et Netflix, moi, je te dis, c'est tout à fait ok. Maintenant, on va essayer de se dire ça, peut-être on peut l'envisager comme une récompense ? Est-ce que ça te verrait, ça ? Est-ce que tu te vois, ça, comme forme de récompense, de se dire, en vrai, si je vais aller faire du sport, après ma bonne séance de sport, je vais me faire un repas qui me plaît, je vais essayer de faire en sorte qu'il soit, pas trop gras, pas trop sucré, ni m'éclater dans mes macros, mais derrière, je vais me faire une glace et Netflix. Et pour moi, c'est tout à fait ok. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'il y aura un contre-discours qui dit mais non, tu peux pas dire ça parce que si jamais tu lui dis de faire du sport, tu vas commencer à avoir une forme de récompense qui est pas bonne pour lui. Ta gueule en fait, juste ta gueule. Commençons juste par se dire viens, je commence une marche par une marche. Je peux très bien commencer à bouger et petit à petit réduire la glace ou juste trouver des glaces qui sont meilleures ou le faire qu'une seule fois par semaine. Et puis au bout d'un moment, peut-être que je vais juste tellement bouger, moi j'en prends de la glace. Ouais. C'est ok. Mon péché mignon à moi, c'est le chocolat au lait. Si je regarde toute la data, c'est super mauvais le chocolat au lait. Il n'y a pas de perfection, il n'y a que des compromis en fait. Aujourd'hui, je fais du sport 2 à 3 fois par semaine, je prends du plaisir, je dors bien parce que j'aime ça, et je prends du chocolat au lait
et ok, et so what? Et je crois que parfois, cette volonté de perfection, elle tue beaucoup plus de velléité de commencer par la première marche. Mais en plus, dans l'exemple que tu prends, la personne qui aime justement cette glace et Netflix, peut-être au bout d'un moment, elle va prendre du plaisir à faire du sport, très probablement, parce qu'en fait, ça génère de la dopamine, tu l'as dit toi-même, donc en fait, tu vas prendre du plaisir, donc tu vas vouloir aller un peu plus loin, du coup, tu vas te rendre compte que ton poids, potentiellement, c'est un problème, donc du coup, tu vas te dire, bon, bah, peut-être que j'arrête la glace, ou en tout cas, je limite la glace, ou je vais en prendre, j'en sais rien, 2 fois par semaine, ou 1 fois par semaine, enfin, peu importe le rythme, et au fur et à mesure, finalement, tu vas arriver, mais de manière un peu détournée, sans que ça soit dans un truc conflictuel nécessairement. Ouais, c'est ça. Et puis je pense que chacun a son parcours de vie, ça peut prendre plus ou moins de temps, et je pense qu'on peut s'accorder le fait de se planter, le fait d'aller dans un sens, puis d'y revenir, de tester, de réessayer, ainsi de suite. Je crois que vraiment que c'est ce que j'explique dans le premier chapitre, visons droit à l'essentiel en fait. Visons droit à l'essentiel, on sait ce qui fonctionne, et des trucs qui fonctionnent en fait, quelque part, sont assez logiques, mais parfois on est parasité par tout un tas de choses un peu bullshit, quoi. J'aimerais qu'on parle des douleurs, parce que tu en parles pas mal dans le livre. En particulier, tu dis que les douleurs ne sont pas nécessairement dans le corps. Qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre sur nos douleurs physiques aujourd'hui? Et est-ce qu'elles sont toutes réversibles? Alors, pardon, c'est 2 questions. C'est 2 questions. Qu'est-ce qu'on a du mal à comprendre? Aujourd'hui, en fait, la douleur, elle est assez mal connue du grand public. Elle est même, et ça c'est dur ce que je vais dire, assez mal connue des professionnels de santé. En fait, il y a dans la douleur 3 étapes. Le corps qui capte la douleur, le nerf qui transmet la douleur jusqu'au cerveau et le cerveau qui traite la douleur. Évidemment, c'est de la vulgarisation, c'est pas exactement comme ça que ça passe, mais c'est ce qu'on va garder comme information. On peut le comparer un peu comme ça à un sens. Quand je sens une odeur, j'ai mon nez qui sent, j'ai des capteurs dans mon nez qui captent une odeur, j'ai mon nerf olfactif qui fait remonter l'information et j'ai mon cerveau qui traite, qui va être capable de faire la différence entre quelqu'un qui pue de la bouche et quelqu'un qui a pris un chewing-gum à la menthe et qui s'est lavé les dents. Ok ? Bon. Aujourd'hui, dans la conception de la médecine, on a une surreprésentation de la douleur captée par le corps. Pourquoi ? Parce que on a des outils pour le mesurer, les radios, les IRM, les scanners, qu'on a des liens de cause à effet. Je suis tombé dans les escaliers, j'ai mal au genou, ok, très bien. On n'a pas, ce jour, d'outils fiables pour capter une souffrance d'un nerf. On n'a pas d'outils fiables pour capter un bug ou un mauvais traitement de la part du cerveau. Ce qui veut dire que sur ces 3 étapes-là, il n'y en a qu'une seule qu'on maîtrise très bien, et les 2 autres, où la seule chose qu'on ait, c'est ce que les gens nous racontent. D'accord. Et bien à partir de là, si on commence à se poser la question de ce que les gens nous racontent, c'est là où on rentre dans les neurosciences. C'est-à-dire que oui, il y a une base du corps qui a souffert à un moment donné, mais c'est pas 100% des cas. Que parfois on a le corps qui a souffert, qu'il a cicatrisé, mais qu'on a encore la douleur qui continue de créer. Que parfois le corps n'a pas souffert, et parfois le corps à la radio il va très bien, mais qu'on a quand même des souffrances. Et parfois on a l'inverse, on a des radios qui sont pas bonnes et on n'a pas de souffrance. Donc en fait, la compréhension de la douleur, c'est de comprendre que qu'est-ce qui vient de mon corps, qu'est-ce qui vient de mon nerf, qu'est-ce qui vient de mon cerveau. Quelles sont les variables qui vont faire que tiens, quand je dors moins bien, quand je suis plus stressé, ma douleur elle va prendre plus de place. Et c'est un peu un cocktail la douleur. Parfois, c'est plus la douleur physique qui va prendre le pas. Parfois, c'est plus la douleur qu'on va dire du système nerveux central de la douleur. Et c'est ce que j'explique dans le livre. C'est qu'en fait, en fonction du contexte dans lequel vous avez perçu votre douleur, elle n'aura pas forcément le même visage. À contexte différent, la perception de la douleur ne sera pas la même. Et du coup, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se retrouvent dans une forme d'errance thérapeutique parce qu'on cherche à traiter uniquement le corps sans traiter comment le système nerveux central de la douleur l'exprime. Et là, c'est là où c'est un peu chiant parce qu'en fait, chacun en fonction de son parcours va dire « mon corps me parle ». Oui, mon corps me parle. Les douleurs de genoux, c'est parce qu'on a des problèmes dans le couple. Alors oui, mais pas exactement ça, tu vois. Mais si, le je et le nous. Alors oui, mais ça, on est plus proche de la psychologie de comptoir. Mais si ça te rassure d'y croire, c'est ok pour moi. Moi, je dirais plutôt, en fait, c'est sûr que si jamais tu t'endors chaque nuit à côté d'une personne où tu ne la supportes plus, ton système nerveux central va générer des hormones, peut-être du stress et ou du rejet, qui sont directement liées aux aires de la douleur et que ta douleur peut être plus exprimée.
c'est des phénomènes qui sont complexes, mais que je liste dans le livre, en fait, en fonction d'épreuves qu'on a pu avoir dans notre vie, on va avoir des facteurs de chance, parce que c'est quasiment de la proba, d'être plus exposé à de la douleur chronique, ou moins exposé à de la douleur chronique. Et c'est là où c'est fascinant, c'est que quand on revient à des choses simples, bien dormir, bouger, méditer, une bonne alimentation, on se rend compte qu'on s'expose moins à de la douleur chronique. À l'inverse, quand on est exposé à des facteurs d'aggravation de la douleur chronique, je dors pas beaucoup, je bouffe mal, je bouge pas, à douleur égale, elle va prendre plus de place. Et donc c'est pour ça qu'il y a ce côté un peu où tu peux avoir une très grande connaissance du corps humain pour finalement à revenir à des choses très simples. C'est cet énorme paradoxe que je trouve fascinant. On peut aller très très loin dans la compréhension du corps humain pour juste finir par dire, en fait, marcher 10 minutes, c'est très très bien pour vous. Génial. Enfin, tu vois, on est quand même pas loin du 101, du conseil le plus simplissime. Ouais, mais en fait, on se rend compte aujourd'hui à quel point il y a des phénomènes absolument incroyables qui se passent dans ton cerveau sur des choses simples. C'est comme le fait de lire, je crois que si tu lis 15 minutes, ça te change complètement la dynamique de ton sommeil. Enfin, il y a plein de choses où vous regardez la lumière au réveil, etc. Ouais. Tu parlais de la douleur. Il y a un exemple, je te montrais tout à l'heure le livre de Albert Moukaïber, là, qui est juste là. Et donc lui, c'est un neuroscientifique et il prend un exemple que je trouve hyper intéressant sur la douleur, qui est celui du clou, que tu connais sans doute les histoires. D'un homme qui marche sur un clou, sur un sentier qui peut plus marcher, c'est horrible, etc. Finalement, quand ils enlèvent la chaussure, le clou est passé à travers ses orteils, donc en fait, ça l'a jamais touché. Et il y a l'exemple inverse d'un homme qui un jour va à l'hôpital parce qu'il a un petit mal de tête, il comprend pas ce qu'il a, etc. Bon, ça fait un petit moment que ça dure, etc. Et en fait, il s'était tiré avec un pistolet à clous dans la gencive qui était monté jusqu'à son cerveau. Et en fait, il s'en était pas rendu compte, donc il avait jamais vraiment eu mal. Alors qu'il a failli se transpercer le cerveau avec son clou. Et d'un autre côté, et c'est là où on se rend compte que le mental, en fait, a aussi un impact hyper fort sur la perception de la douleur. C'est complètement fou, en fait. Ouais, et en fait, c'est ça ce que j'essaie de transmettre dans le livre sur les explications de la douleur et des neurosciences. C'est que, en fait, plus on vieillit, certes notre corps s'use, mais c'est surtout qu'on accumule des expériences parfois positives et négatives. Et en fait, dans cette accumulation d'expériences négatives, ça nous expose parfois plus à ressentir de la douleur, et plus on a malheureusement des douleurs, et moins on sera ouvert à l'idée de bouger et de traiter ça. Et c'est un cercle vicieux, en fait. Et je ne juge absolument pas du tout les gens, mais c'est juste de dire... En fait, je comprends que tu souffres, et parce que tu souffres, tu vas moins bien dormir, et parce que tu vas moins bien dormir, tu vas être moins de bonne humeur, et si tu es moins de bonne humeur, du sucre aussi. Tu vas plus tendance à vouloir de la bouffe qui va être récompensante et te faire du bien. Donc tu vois, c'est vraiment un cercle vicieux qui est très très complexe. Et c'est pour ça qu'il faut parfois des approches un peu multimodales, quoi, d'aller voir un psy, de vider son sac, de reprendre une activité physique pour essayer de jouer sur tous les tableaux, pour essayer d'améliorer un peu sa qualité de vie. Tu parlais des douleurs chroniques. Qu'est-ce qui génère les douleurs chroniques aujourd'hui? J'imagine que c'est il y a beaucoup de choses. Mais... C'est multimodal. Si tu veux un top 3, qu'est-ce qui génère les douleurs chroniques? Mon préféré, c'est le discours nocebo, je crois. C'est quoi le nocebo? Parce qu'on connaît le placebo, mais on ne connaît pas les nocebo nécessairement. C'est l'inverse. C'est-à-dire que moi, en tant que professionnel de santé, imagine quelqu'un vient me voir et qui commence à avoir mal au dos. Et je dis, là, c'est bien simple, hein. Là, j'ai vu l'état de votre dos. C'est fini le sport pour vous. Vous avez le dos de quelqu'un de 90 ans, et si jamais vous faites trop de mouvements, là, si jamais vous continuez ce que vous êtes en train de faire, vous allez finir en fauteuil roulant. Vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie, et vous êtes complètement dingue, en fait, déjà, de continuer ce que vous êtes en train de faire. T'imagines ce discours? J'ai pas touché à son dos, hein. J'ai juste dit des mots. L'effet nocebo, c'est ça. C'est le fait d'avoir, à un moment donné, reçu un discours d'un professionnel de santé qui peut te créer de la douleur parce qu'il va te mettre une projection de toi-même qui est très défavorable. Et ce qui est normal, on a confiance dans nos professionnels de santé, va t'augmenter la perception de ta douleur parce qu'à chaque fois que tu vas penser à ta douleur, tu vas penser à cette trajectoire de vie que tu n'as pas envie d'avoir. C'est là où on a changé, c'est que, tu vois, typiquement, autant, je pense que ça peut être relativement vrai, médicalement parlant, sur un cancer en phase terminale, de dire, écoutez, monsieur, je pense que là, au vu de vos résultats, ce serait bien de traiter vos dernières affaires, de dire au revoir aux gens que vous aimez pour vous préparer au départ. C'est nécessaire. Je pense que c'est pas le même discours sur un genou.
ou sur un dos. Et en fait, la douleur est d'une complexité telle que, en fait, parfois, on a mis littéralement un pied dans la tombe de certaines personnes pour des douleurs articulaires. Maintenant, il ne faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. J'aurais pas du tout le même discours pour quelqu'un qui vient d'avoir une section de la moelle épinière et qui a perdu l'usage de ses jambes. Par contre, quelqu'un qui a de l'arthrose de stade 4 au niveau du genou, est-ce qu'on pourrait être un peu plus optimiste dans lui dire, écoutez, bon, vous avez un genou qui a bien vécu, je vais vous proposer des exercices de rééducation. Et ce qu'on va faire là, c'est que pendant 6 mois, on va s'y filer pleine balle. J'attends de vous que vous soyez comme un sportif de haut niveau. Et votre échéance, c'est pas la Coupe du Monde. C'est un genou neuf. Pour ça, on va recréer de la viande. On va s'y filer. Ça va être dur. Vous allez serrer les dents. Vous êtes prêts? On veut sauver votre genou. Vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. Ok, super. Au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Soit génial, ça a marché. Il a bien recréé de la viande. Il est capable de recommencer à bouger. Génial. Soit au bout de 6 mois, c'était trop douloureux. Ça a fait trop mal. Écoutez, vous avez fait ce que vous avez pu. Maintenant, c'est mon job. En tant que chirurgien, je vais vous changer le genou. On va repartir avec un genou neuf. Et devinez quoi? Les 6 mois d'un renforcement qu'on a fait, ils sont pas perdus parce que de toute façon, ils vont vous servir pour remercier avec votre prothèse. Ça va, Bernard? Vous êtes chaud? Ouais, je suis chaud. C'est pas le même discours, en fait. Évidemment, une fois de plus, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est pas applicable à tout le monde. Mais globalement, sur les douleurs ostéo-articulaires, on aurait vraiment à gagner à être plus optimiste. En fait, là, il y a un changement de discours. C'est qu'aujourd'hui, je pars du principe que les problématiques de mes patients sont simples, et elles sont simples tant qu'il n'y a pas de signe de gravité, tant qu'il n'y a pas de signe de complexité. C'est mon job d'aller les chercher, c'est pas votre job. Parce que si on veut chercher des signes de gravité, surtout quelqu'un qui ne sait pas le faire, il va en trouver. Maintenant, je pars du principe que le problème est simple, tant qu'il n'y a pas un truc qui pue du cul. Et quid des personnes pour qui on n'arrive pas à définir d'où la douleur vient? Des douleurs physiques, j'entends. Mais en tout cas, est-ce que la personne décrit comme des douleurs physiques? Bien sûr, mais c'est là où c'est plus complexe. C'est là où... Alors, c'est plus complexe parce qu'il y a certaines personnes qui ont des douleurs, on ne sait pas d'où elles viennent parce qu'on ne les a pas bien examinées. Ça, c'est très chiant. Et puis, il y a des gens qu'on a très bien examinés et on ne sait toujours pas. Et en fait, malheureusement, ça arrive assez souvent, les deux cas. J'aimerais pouvoir te dire qu'on a toujours bien examiné tout le monde. Une fois de plus, sur de l'ostéo-articulaire, je ne suis pas médecin et je ne parle pas d'un cancer du pancréas, je ne parle pas d'insuffisance veineuse et ainsi de suite. Je parle vraiment, ok, quelqu'un qui a mal au dos, est-ce qu'on peut arrêter de le foutre sur une table et de le masser, de lui mettre des électrodes et de dire, ah bah dis donc, votre dos, il est vraiment foutu. Non, fais-moi un vrai bilan en fait. Pose-moi vraiment des vraies bonnes questions. C'est quoi l'importance des muscles? Moi, typiquement, tu vois, je suis assez grand, donc j'ai eu forcément, comme beaucoup de gens, des problèmes au dos, en tout cas en grandissant. Et en fait, en le musclant, finalement, j'ai plus mal au dos du tout. Et je crois que cette histoire de muscle, tu parlais tout à l'heure de faire du muscle, créer de la viande, etc. En particulier chez les femmes, de faire de la musculation, c'est un peu un tabou, parce qu'en fait, ça va complètement à l'inverse de nos imaginaires. C'est quoi l'importance des muscles sur un corps? Hyper important. Alors, je vais mettre un énorme disclaimer, c'est ce que je mets dans le livre. Quand on parle de faire du muscle, immédiatement, on a tous l'image de gens bodybuildés. C'est ça. Vous vous rendez pas compte à quel point avoir un corps bodybuildé, c'est un choix. Mais c'est un choix de sacrifice de vie. Donc, je pense qu'on peut tous se détendre sur l'idée de se dire, en fait, 99% des bénéfices du muscle ne sont pas esthétiques, ils se passent à l'intérieur du corps. Vous pouvez très bien vous entraîner 1 à 2 fois par semaine et ça ne se voit pas pendant 6 mois. Et au bout de 6 mois, on va dire, tiens, il y a quelque chose qui a changé un petit peu chez toi. Donc, une fois de plus, on déconstruit cette idée de se dire, avoir du muscle, c'est tout de suite un truc d'ego de se regarder dans le miroir. On s'en branle. Non, avoir du muscle, c'est directement corrélé à la qualité de vie et à l'espérance de vie. Espérance de vie, oui. Pourquoi? Parce que le muscle sert littéralement de tampon pour énormément de choses dans notre vie. Ça va servir de tampon pour la glace que vous allez bouffer, ça va servir de tampon pour cet excès de stress que vous allez ressentir, ça va vous servir de tampon pour « j'arrive pas à dormir le soir ». Faire du sport permet de rééquilibrer la masse grasse versus la masse musculaire. Ça, c'est la glace. C'est OK si vous avez du bourrelet, je m'en fous réellement que vous ayez des bourrelets, pourvu qu'en dessous, vous ayez des bons quadriceps. Donc les bourrelets, c'est le ventre, les quadriceps, c'est les cuisses, c'est pas lié sur le papier, et pourtant, c'est extrêmement lié dans la composition globale du corps. Vous n'avez pas besoin d'avoir des abdos pour être en bonne santé, pour peu que vous ayez au choix des gros pecs, des gros biceps, des gros quadriceps. Vous le répartissez autant que vous voulez, je m'en fous royalement. Deuxième chose, c'est un gros tampon pour le coup de stress. Parce que lorsque vous allez faire du sport, vous allez sécréter des hormones du bien-être, des endorphines, de l'adrénaline, qui sont
à la fois des régulateurs de stress et qui diminuent les douleurs. Et quand on voit le lien entre la douleur et le stress, c'est hyper bien. Les gens seraient surpris de voir à quel point, pour les patients qui souffrent de douleurs chroniques qu'on n'explique pas, on les pousse dans leur retranchement et qu'ils ont des bénéfices pour des raisons non spécifiques. Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui a mal au dos depuis longtemps, tu le mets sur un vélo et tu le fais pédaler très fort, ça lui fait pas mal au dos et c'est très très bon pour son cerveau et donc pour sa douleur. C'est un effet tampon pour j'ai du mal à dormir le soir. En fait, lorsque tu vas faire du sport, tu vas déclencher toute une cascade d'hormones et de fatigue qui va faire le soir, tu vas t'endormir d'une bonne fatigue. Et oh, génial, effet secondaire, tu auras peut-être un peu plus de pecs et un peu plus de biceps. Ouhou. Et par ailleurs, pour avoir des abdos, est-ce qu'il faut faire des abdos ? C'est pas aussi mécanique. C'est pas aussi mécanique. En fait, pour avoir des abdos, c'est d'abord un taux de masse grasse. C'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir voir les abdos saillants, si je dis pas de conneries, il faut être à 18% de masse grasse, 18 ou 15 ou 12, je sais pas, j'ai pas les chiffres en tête, mais en vrai, avoir les abdos, ça se fait pas en faisant des abdos, ça se fait plutôt dans l'assiette. Maintenant, on peut en effet faire du travail d'hypertrophie des abdos pour, même si on a un peu plus de gras, les voir, mais ouais, j'aimerais que les gens sortent de ça quand même. Tu dis dans le livre, et on en a parlé un petit peu, on l'a mentionné d'une certaine manière, que le stress, ça peut être notre allié. Comment ça peut être notre allié, le stress ? Alors, on a mené des études sur le stress qui sont hyper intéressantes. Alors, je fais un disclaimer, en tant qu'kiné, on pourrait se dire, putain, le mec, il va chercher beaucoup de trucs. Ouais, parce qu'en fait, le stress, c'est un facteur aggravant de beaucoup de choses, et notamment de douleurs chroniques. Et comme moi, ma spécialité, c'est le mal de dos chronique, et qu'il y a beaucoup de choses qui créent du mal de dos chronique, ça m'oblige d'avoir une vision transversale. Ça, c'est mon petit disclaimer. Ce qui veut dire que j'ai une vision transversale sur beaucoup de choses, je ne suis pas expert sur spécifiquement, mais ça me permet d'avoir un regard. Ok. Ceci étant dit, on a fait des études sur le stress où on a mis un groupe de personnes devant une épreuve stressante. C'était une présentation orale. Et ce groupe, on l'a divisé en deux groupes. Un groupe où on les a éduqués à la manifestation du stress. On leur a dit, écoutez, ce qui va se passer là, c'est que avant de passer devant les gens, vous allez avoir les mains moites, vous allez avoir les jambes qui tremblent, vous allez avoir le cœur qui bat vite, et vous allez avoir une sensation un peu de jambes qui flagellent. Ça, c'est parce que votre corps, il est en train de rentrer en état de stress pour pouvoir répondre au mieux à une situation qu'il a détectée comme étant stressante. En fait, ça va rendre votre acuité cérébrale plus efficace. Ça va faire votre cœur battre plus vite pour avoir plus de sang dans vos veines, pour être plus à même de répondre. Ok ? Donc, ce que vous ressentez comme potentiellement quelque chose de fragile, en fait, c'est ce qui vous rend meilleur. Et aux autres, on leur a rien dit. Et bien après, au niveau du test, on se rend compte que les gens qu'on a éduqués au stress ont des meilleurs résultats. Et là, on commence à comprendre, un peu comme beaucoup de choses, que c'est une question d'équilibre. Pas du tout de stress. Les gens qui ne sont jamais exposés au stress ont une moins bonne espérance de vie. Les gens qui sont beaucoup trop exposés au stress ont une moins bonne espérance de vie. Mais par contre, les gens qui sont exposés à un stress, qui sont capables d'encaisser, ont une meilleure espérance de vie. Que quand on comprend que chez les gens qui sont entraînés au stress et éduqués au stress, ils disent plus je suis stressé. Un peu comme la question que tu m'as posée tout à l'heure. Tu m'as dit Greg, t'es en blend promo et tout, t'es pas trop stressé. Non, en fait, je suis excité. Je suis excité à l'idée parce que je sais ce que j'ai à faire, je sais ce qui va se passer dans mon corps, je sais les questions qu'on va me poser et je sais comment je vais répondre si jamais on me pose à côté de ce que j'ai révisé parce que, globalement, je me suis entraîné pour. Et une fois de plus, ça, on l'a grâce au sport, de se dire, ok, en fait, j'entraîne mon corps, j'entraîne ma tête à être capable de répondre à des situations stressantes et me dire, en fait, quand je suis capable d'encaisser le stress, c'est une bonne chose pour moi. Même si mes signaux dans mon corps ne sont pas les plus agréables. Merci beaucoup. Avec plaisir. Le podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. J'ai une petite idée de ce que tu vas répondre, mais, mais je suis curieux de savoir ce que tu vas dire. Je crois que j'ai envie de fermer la porte à tous les pessimistes. À tous ceux qui ont une version nécrosée et noire du monde et qui sont des lanceurs d'alerte de pacotille sur les réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de choses à faire dans le monde pour le rendre meilleur, mais ça ne se passe pas sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires, ça se passe sur le terrain. Et je crois aujourd'hui que si jamais ces gens-là mettaient ne serait-ce que 5% de leur énergie à se dire qu'est-ce que je peux faire concrètement, on y gagnerait. Donc, ouais, je dirais, je mets un gros Vlan aux gens qui font rien et qui parlent beaucoup. Parfait, merci beaucoup à toi. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Vlan.
Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.